Sur cette planète, il existe plusieurs mers qui méritent véritablement le titre de « mer la plus dangereuse du monde ». On peut aussi citer sans hésiter le top 10 des mers les plus froides. Et si l'on affine encore davantage, il est même possible de sélectionner les 5 mers les plus profondes. Mais lorsqu'il s'agit d'une mer qui réunit toutes ces catégories à la fois, la liste devient soudainement beaucoup plus courte. Et parmi elles, celle qui se distingue tout particulièrement, c'est la mer de Scotia. Bonjour à tous! Après tout, où pourrait-on trouver une autre mer où 3 océans se rencontrent? En plus de cela, la mer de Scotia renferme le froid glacial des régions polaires, des profondeurs de plusieurs kilomètres, des vagues gigantesques, une histoire pleine de mystères, ainsi qu'une quantité incroyable d'autres surprises encore. Sur la chaîne Perduchan, préparez-vous à découvrir un contenu exceptionnel que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors, c'est parti! La géographie du bout du monde. Ce qui mérite sans doute le plus le nom de bout du monde, ce sont les régions situées au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques. Autrement dit, les zones qui s'étendent au-delà de 63 degrés 33 minutes de latitude nord ou sud. Là-bas, le monde habité auquel nous sommes habitués cesse pratiquement d'exister. Bien sûr, il existe sur Terre bien d'autres endroits isolés, mais les qualifier de bout du monde ne semble jamais vraiment approprié. Quant à la mer de Scotia, elle se situe dans l'hémisphère sud et s'étend approximativement entre les latitudes 53 degrés et 63 degrés sud, ainsi qu'entre les longitudes 25 degrés et 60 degrés ouest. La partie nord de cette mer se situe déjà dans la zone que les marins appellent les 50e hurlants, célèbre pour ses tempêtes déchaînées. En avançant vers le sud, les conditions deviennent encore plus extrêmes, allant jusqu'au 60e déferlant. D'un point de vue géographique, la mer de Scotia se trouve entre le continent sud-américain et la péninsule antarctique. À l'ouest, elle borde le passage de Drake, considéré comme l'une des zones maritimes les plus dangereuses pour la navigation, tandis qu'à l'est et au sud, elle est entourée par une succession de chaînes montagneuses sous-marines, d'îles et d'archipels appelés l'arc de Scotia. La superficie de cette mer atteint environ 900 000 à 1,2 million de kilomètres carrés. Cette différence s'explique par le fait que, dans le domaine de l'océanographie, les limites exactes de cette mer ne sont pas définies de manière uniforme. Elle est généralement classée dans la partie sud de l'océan Atlantique, mais selon les classifications modernes, certaines de ces zones sont parfois incluses dans l'océan austral, tandis que la mer de Scotia est également reliée à l'océan Pacifique par le passage de Drake. La mer de Scotia est connue comme l'une des mers les plus profondes de la planète. Dans la fosse des Sandwich du Sud, située dans la partie orientale de cette région maritime, la profondeur maximale atteint environ 8000 mètres et le point le plus profond, connu sous le nom de Meteor Deep, dépasse les 8200 mètres. Malgré cela, la majeure partie de la mer présente des profondeurs plus modestes, généralement comprises entre 3000 et 4000 mètres. Une plaque tectonique à part entière. Qualifier la plaque située sous la mer de Scotia de plaque dédiée n'est peut-être pas tout à fait exact d'un point de vue scientifique. En géologie, elle est plus officiellement appelée la plaque Scotia. Cette petite plaque se retrouve littéralement coincée entre 2 immenses plaques tectoniques, la plaque sud-américaine et la plaque antarctique. Et c'est précisément l'une de ces raisons pour lesquelles la mer de Scotia est aussi exceptionnellement profonde. Cette région peut, d'une certaine manière, être considérée comme une gigantesque couture géologique reliant les continents, mais il ne s'agit pas d'une frontière fixe. La plaque Scotia se déplace lentement vers l'est à une vitesse d'environ 2 à 3 cm par an. La formation de cette région remonte à environ 180 à 190 millions d'années, à l'époque de la fragmentation du supercontinent Gondwana. À cette période, Gondwana a commencé à se diviser en Afrique, Amérique du Sud et Antarctique. Aujourd'hui encore, la plaque antarctique, la plaque sud-américaine et la plaque Scotia continuent de se déplacer chacune dans des directions et à des vitesses différentes. Ces mouvements ont donné naissance à des failles transformantes, visibles le long des dorsales nord et sud de Scotia. À la suite d'une nouvelle phase d'activité tectonique commencée il y a environ 80 millions d'années, les reliefs actuels tels que le banc de Peary, le banc de Bruce et le banc Discovery se sont formés. Puis, il y a environ 50 millions d'années, le passage de Drake s'est ouvert
et la plaque Scotia a progressivement pris une forme proche de celle qu'elle possède aujourd'hui. Ainsi, l'histoire géologique de la plaque Scotia et de la mer de Scotia a été façonnée par d'innombrables mouvements tectoniques, donnant naissance à une multitude de chaînes sous-marines, d'îles volcaniques et de fosses abyssales. En résumé, le relief de la mer de Scotia est tellement complexe qu'il donnerait du fil à retordre même aux géomorphologues et hydrographes les plus expérimentés. Le climatiseur de la Terre. La mer de Scotia ne se contente pas d'avoir sa propre plaque tectonique. Elle influence aussi, d'une certaine manière, le climat de toute la planète. En réalité, on ne soulignera jamais assez l'importance de la mer de Scotia dans la circulation océanique mondiale. Car c'est à travers cette mer que passe le gigantesque courant circumpolaire antarctique, le courant marin le plus puissant de la planète, qui exerce une influence immense sur le système climatique terrestre. Si la vitesse de ce courant ou la température de ses eaux changeait ne serait-ce qu'un peu, les conséquences apparaîtraient immédiatement sous forme de bouleversements climatiques à l'échelle mondiale. L'endroit où ce courant se resserre le plus entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique est le passage de Drake, souvent surnommé le goulot d'étranglement des océans du monde. Ici, le flux des eaux est brutalement comprimé entre les continents. La majeure partie du courant circumpolaire traverse ce passage avant de se déverser dans les vastes étendues de la mer de Scotia. Autrement dit, la mer de Scotia, en tant qu'élément de cet immense courant océanique, transporte la chaleur à travers toute la planète grâce à des masses d'eau colossales, tout en régulant les échanges entre l'océan Atlantique et l'océan Austral. Le cimetière des icebergs. Une autre caractéristique unique de la mer de Scotia réside dans sa relation étrange avec les icebergs. Mais pour les icebergs, cette étreinte chaleureuse se termine malheureusement par une disparition totale, puisqu'ils finissent par fondre complètement. Ce n'est donc pas sans raison que les océanographes surnomment la mer de Scotia le cimetière des icebergs. Ces gigantesques masses de glace se détachent des plateformes glaciaires du continent antarctique avant d'entamer leur dernier voyage vers les eaux plus chaudes de l'Atlantique. La mer de Scotia agit comme un véritable piège pour les icebergs, tandis que les courants marins jouent le rôle de force qui les y pousse. En ce qui concerne le nombre et la taille des icebergs entraînés dans ce piège océanique profond, la mer de Scotia figure parmi les principales zones du genre, aux côtés de la mer de Ross et de la mer de Weddell. Cette région constitue également l'une des principales routes de dérive des icebergs antarctiques. Dans ces eaux relativement plus chaudes, des icebergs aussi vastes que des villes entières, d'immenses icebergs tabulaires, ainsi que d'innombrables fragments de glace plus petits, fondent lentement au fil du temps. Bien entendu, ces groupes d'icebergs représentent un sujet d'intérêt majeur non seulement pour les touristes, toujours plus nombreux chaque année, mais surtout pour les scientifiques. En étudiant la fonte des icebergs, les chercheurs tentent de comprendre comment évolue la calotte glaciaire antarctique, car ces changements ont une influence directe sur le climat de toute la planète. Et dans le contexte actuel du réchauffement climatique, ces recherches sont particulièrement cruciales, car l'accélération de ces phénomènes pourrait entraîner des conséquences graves et dangereuses. Le paradoxe de la mer de Scotia. Le climat de la mer de Scotia se distingue par une rudesse exceptionnelle, même comparé à celui des autres mers polaires. Cette mer est surtout connue pour ses tempêtes d'une violence extrême. Les vents de cette région soufflent sans relâche autour de l'Antarctique recouvert de glace. Et sur des milliers de kilomètres, presque aucun obstacle ne vient freiner leur course. C'est pourquoi les tempêtes peuvent parfois durer plusieurs semaines sans interruption. Ces vents puissants soulèvent les vagues et créent des houles gigantesques, atteignant entre 15 et 20 mètres de hauteur. En matière de vagues démesurées, seul le passage de Drake peut véritablement rivaliser avec cette mer. Pour les icebergs qui dérivent sans cesse, l'eau de cette mer est peut-être la seule chose qui puisse sembler chaude. La température de l'eau varie entre moins 1,8 et plus 4 degrés Celsius. Entre les eaux glaciales, les brouillards épais presque permanents et l'immense quantité d'icebergs à la dérive, la navigation y est extrêmement difficile, au point que les marins considèrent cette zone comme l'une des mers les plus dangereuses du monde. Dans un environnement aussi hostile, on pourrait croire qu'aucune forme de vie autre que l'être humain ne pourrait survivre. Pourtant, c'est précisément là que réside l'étrange paradoxe de cette mer. En réalité, la mer de Scotia fait partie des régions marines les plus riches en vie sur toute la planète.
La plus grande ressource biologique de cette zone est un petit crustacé, appelé le krill antarctique. Malgré ces conditions extrêmes, des quantités colossales de krill se concentrent dans ces eaux. Et surtout, la mer de Scotia est l'une des rares régions où la pêche de cette précieuse ressource nutritive est autorisée. Bien entendu, cette activité est réglementée par des quotas internationaux, mais les volumes de pêche autorisés pour le krill restent considérables. Cependant, les humains ne sont pas les seuls à comprendre la valeur de cette petite créature. Les nombreux animaux de l'Antarctique connaissent eux aussi parfaitement les remarquables qualités nutritives du krill. C'est précisément pour cette raison que cette mer attire un grand nombre de baleines, de phoques, de manchots, ainsi qu'une grande variété de poissons et de calamars. Les îles qui entourent cette mer débordent elles aussi de vie animale. Sur les côtes de ces îles, d'innombrables colonies d'albatros, de puffins, de labes et de mouettes viennent établir leurs nids. Sur les rivages les plus favorables, des milliers, parfois des dizaines de milliers de manchots de différentes espèces, comme les manchots royaux, les manchots papous et les gorfous dorés, se rassemblent en immenses colonies. De grands animaux comme le léopard de mer, l'éléphant de mer et l'otarie à fourrure antarctique y trouvent également leur place. Ainsi, aujourd'hui, la mer de Scotia constitue l'un des foyers de biodiversité les plus précieux et les plus exceptionnels des hautes latitudes de l'hémisphère sud. Les bases d'observation. Comme vous pouvez le constater, la mer de Scotia possède un caractère unique, mystérieux et parfois même plein de contradictions. Voilà pourquoi il est tout à fait logique que de nombreux centres de recherche et bases d'observation aient été installés dans cette région. Ces installations se trouvent sur pratiquement toutes les îles qui entourent la mer de Scotia. Les chercheurs y étudient le climat, les courants marins, les mouvements des glaciers, les écosystèmes océaniques, ainsi que les anomalies géophysiques, géomagnétiques et gravitationnelles propres à cette région. Sur l'île de Géorgie du Sud, l'une des plus grandes îles de cette région, se trouve notamment la station de recherche britannique de King Edward Point. C'est également là que repose l'un des pionniers de l'exploration antarctique, Ernest Shackleton. L'histoire de l'exploration de la mer de Scotia est indissociable du nom de cet héroïque explorateur polaire. En 1915, le navire Endurance de l'expédition britannique dirigé par Shackleton fut écrasé par les glaces de la mer de Weddell. Les membres de l'équipage dérivèrent sur la banquise avant d'atteindre l'île inhabitée de l'Éléphant. Afin de sauver ses compagnons, Shackleton embarqua avec 5 marins dans un canot de sauvetage non ponté et entreprit une traversée suicidaire de la mer de Scotia jusqu'à la Géorgie du Sud, un voyage sans précédent dans l'histoire des expéditions polaires. Ils parcoururent environ 1500 km en seulement 16 jours. C'était une traversée presque insensée. La température avoisinait 0 degré. Les vagues atteignaient 10 à 15 mètres de haut et le danger de collision avec d'innombrables icebergs était permanent, le tout dans une simple embarcation non pontée. Pourtant, 16 jours plus tard, ils finirent par atteindre la côte. Mais leur épreuve était loin d'être terminée. La côte où leur bateau avait accosté était alors totalement inhabitée et Shackleton dut encore traverser les montagnes avec 2 compagnons pendant 36 heures afin d'atteindre l'autre côté de l'île où se trouvait une station baleineère. Fait incroyable, cette histoire commencée de manière si tragique connut finalement une issue heureuse. Shackleton organisa une mission de sauvetage vers l'île de l'Éléphant et réussit à secourir tous les membres de son expédition. Plus incroyable encore, aucun membre de l'équipage ne perdit la vie. Aujourd'hui, les chercheurs travaillant en Géorgie du Sud étudient de nombreux sujets, notamment les populations de phoques et de manchots, l'évolution des glaciers, les migrations des baleines et l'écosystème du krill antarctique. Et bien sûr, ils connaissent parfaitement les exploits légendaires de cette traversée historique. Après tout, la tombe d'Ernest Shackleton, toujours présente sur l'île, continue de faire vivre cette mémoire. Toutefois, la Géorgie du Sud n'est pas le principal centre de recherche de cette région. Les chercheurs polaires travaillant sur place considèrent plutôt les îles Shetland du Sud comme la véritable capitale scientifique de cette zone. Sur l'île du Roi-George, qui fait partie de cet archipel, se trouve l'un des principaux pôles scientifiques internationaux de l'Antarctique, avec de nombreuses bases d'observation et camps de recherche appartenant à différents pays. Quant aux îles Orcades du Sud, elles abritent la base Orcadas, l'une des stations de recherche les plus anciennes de l'Antarctique. Cette base a été fondée en 1904 et fonctionne sans interruption depuis plus de 120 ans.
À bien y réfléchir, la mer de Scotia est une candidate idéale pour le titre de mer la plus extraordinaire du monde. Franchement, il suffit d'un regard pour comprendre à quel point cette mer est exceptionnelle, n'est-ce pas? Elle repose sur sa propre plaque tectonique, est traversée par le courant marin le plus puissant de la planète, sert de gigantesque point de rassemblement pour les icebergs antarctiques, possède d'immenses ressources en krill antarctique, abrite l'un des écosystèmes les plus riches de l'océan austral, subit certaines des tempêtes les plus violentes de la Terre et compte parmi les mers les plus profondes du monde. Mais au final, nous vous laisserons décider vous-même si elle mérite vraiment ce titre. De notre côté, nous continuerons cette série consacrée aux mers les plus fascinantes de notre planète. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, à très bientôt. Au revoir.